Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est un long format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui, 1 heure pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien, 26 minutes et cette question, êtes-vous prêt pour l'impact? Je la pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie aujourd'hui, c'est Daniel Ball, le président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il viendra nous présenter sa vision d'une société plus mutuelle. Pour commencer, je reçois dans 1 minute Lise Moret, la directrice finance durable et investissement de la banque Ottinguet. On fera le point sur les engagements de la banque et le contexte de backlash aux États-Unis et en Europe. Dans notre débat, on se demandera ce que deviennent les infrastructures construites pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On va notamment plonger dans la piscine olympique pour y recycler des vélos. Si, c'est possible. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les fruits et légumes en poudre de Fruggies. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de Smart Impact, c'est Lise Moret. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice finance durable et investissement de la banque Ottinguet, institution banque française depuis 1786, fondée en 1786, c'est assez vertigineux, je l'avoue. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Oui, absolument. Donc, effectivement, la Banque Ottinguet, c'est une vieille institution, mais c'est surtout une institution indépendante qui a comme actionnaire majoritaire la famille Ottinguet, qui évolue autour de différents métiers, dont les fusions-acquisitions, donc la banque d'affaires, la banque privée, bien sûr, et aussi l'asset management. Donc c'est effectivement une structure qui est une assise très longue et qui existe depuis très longtemps, mais qui est aussi très moderne et qui s'inscrit complètement dans son temps. Alors c'était évidemment la question que j'allais vous poser. Une banque qui existe depuis bientôt 240 ans. Je crois que c'est un des premiers ou le premier établissement bancaire fondé à Paris. Comment ce virage de la RSE, de l'ESG, comment il a été pris et depuis quand ? Alors en fait, il est déjà inscrit dans l'ADN et le mode de fonctionnement de la Banque Ottinguet qui a à cœur de servir ses clients, ses différentes parties prenantes de façon très responsable. Il y a déjà plus d'une dizaine d'années, on avait lancé un premier mandat qui adressait les sujets de transition écologique, qui s'est transformé avec le temps en un fonds ouvert. Et puis effectivement, il y a 4 ans, on a décidé d'accélérer sur ces questions-là. On a monté une équipe. Donc je suis arrivée à la Banque Ottinguet. On a formalisé des politiques d'investissement. On s'est fixé des objectifs de transformation à l'asset management. Et puis on a lancé des produits. On a transformé des stratégies pour aller vers plus d'impact et vers plus d'intégration des sujets de durabilité de notre époque. Ouais. Vous avez adhéré au PRI, les principes pour l'investissement durable définis par les Nations Unies. Pourquoi ce choix? Et puis peut-être la question qui est plus importante, c'est simplement un engagement, c'est contraignant, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, c'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont déclarés comme étant engagés, responsables et qui sont signataires de cette belle initiative. Après, il faut savoir qu'être signataire des PRI, c'est quelque chose de déclaratif. Ça veut dire que vous allez vous engager en quelque sorte vis-à-vis du public à intégrer des sujets de durabilité dans vos activités, dans vos investissements et vous allez reporter là-dessus. Vous allez démontrer que d'année en année, vous avez à cœur de prendre en compte les sujets environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance dans votre façon de gérer. Donc c'est le jugement ou le regard du public, des associations ou des investisseurs vers lequel vous vous confrontez en signant cet engagement. Absolument, c'est un sujet de transparence, beaucoup. Et puis c'est aussi un sujet de, comme je le disais, d'engagement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on fait quelque chose, eh bien on va le réaliser, on va faire notre meilleur effort pour matérialiser cet engagement, cette déclaration d'intention. Quand on parle d'investissement durable, ça veut dire quoi? Ils sont plus contraignants que d'autres? Ça suppose une grille d'analyse, une grille presque des métriques qu'il faut maîtriser aussi. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de standard tout à fait précis de ce que c'est que la durabilité dans l'investissement. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Europe, le régulateur et on va dire les opérateurs se sont organisés pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait écrire une espèce de cahier des charges. Donc, il y a le règlement qui existe donc en Europe, comme je le disais, qui s'appelle SFDR.
mais qui classifie les fonds en différentes catégories. Il y a des fonds qui intègrent les questions environnementales et sociales, on va dire, qui vont promouvoir des bonnes pratiques. Ça peut être des fonds, des mandats très diversifiés avec tous les secteurs. On appelle ça les fonds et mandats article 8. Donc à minima, ils vont faire ça. Ils vont aller chercher les entreprises avec une bonne politique environnementale, un bon processus RH. Puis après, il y a des fonds un peu plus profilés. Article 9. Voilà, on monte d'une marche qui vont plutôt avoir comme objectif l'impact sociétal, environnemental ou social. Ce sont donc effectivement les fonds article 9. Et puis, en marge de tout ça, on a d'autres types de stratégies qui sont, pour le coup, pas encore très bien cadrées par le réglementaire, qu'on appelle les fonds à impact, qui sont encore plus avancés dans cette idée d'aller contribuer à des objectifs de développement durable, avec tout un tas de critères qu'il va falloir pouvoir démontrer. Mais donc voilà, on a un petit peu pour tous les goûts dans cette notion de finance durable, et on peut à chaque fois monter d'un cran dans la manière dont on va contribuer à des objectifs de durabilité, et ce, vers plusieurs directions. Ouais. Avec cette demande, selon l'IFOP, plus de 60% des Français estiment que les établissements financiers ont un rôle à jouer pour engager les entreprises sur ces enjeux ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Ces produits bancaires durables que vous allez proposer ou ces investissements sur lesquels vous allez vous concentrer, qui les demande ? Alors, et est-ce que c'est vraiment une demande ? Oui, alors effectivement, c'est intéressant de comprendre la pression de la demande sur ces sujets-là. Donc, il faut savoir qu'en France, la demande pour l'investissement durable, elle a été, et elle est toujours, largement dominée par ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Donc, les assureurs, les mutuelles, les grands asset owners. Pour autant, et cette enquête le révèle bien, on sait qu'il y a un intérêt fort, très très stable, donc les 60% dont vous parliez, au travers donc, des investisseurs dits individuels, pour plus d'impact et plus de sens dans leur placement, dans leur épargne. Donc c'est vrai pour les épargnants au sens large, c'est encore plus vrai pour les grandes fortunes, les high net worth individuels, qui sont pour le coup donc un type d'investisseur qui s'adresse beaucoup aux banques privées comme la Banque au Tigre. Et voilà, on sait qu'il y a une forte attente. Il y a une autre enquête qui est menée par Capgemini et qui récemment démontrait que voilà, on avait plus de 50% de ces grandes fortunes qui avaient à cœur de donner du sens à leur patrimoine, à leur richesse, et voilà, qui acceptaient en fait de rentrer dans éventuellement les compromis, si toutefois il y en a, de la finance durable pour générer plus d'impact. Donc, la demande, elle est non seulement sur l'institutionnel, mais aussi sur les investisseurs plus individuels, qu'on appelle le retail. C'est une question qu'on doit vous poser à peu près tous les jours. Est-ce qu'on on est durable et rentable ? C'est-à-dire est-ce qu'on doit sacrifier un peu de rentabilité pour placer son argent dans ces fonds article 9, par exemple ? Oui, alors c'est vrai que le fait qu'on ait à disposition différents types de stratégies, il faut avoir en tête que, comme je vous l'ai expliqué, il y a des stratégies qui peuvent être très diversifiées, tous les secteurs sont représentés, donc des fonds article 8 sont massivement représentés par ça, et puis des fonds plus profilés où on va investir que dans quelques secteurs. Pour autant, si éventuellement il y a une perte en diversification liée au fait qu'on va aller vers plus d'impact, il faut avoir en tête que sous tous ces sujets de durabilité, je pense notamment au climat, mais il y en a d'autres, le capital humain, les questions de chaîne de l'offre, eh bien, ce sont des sujets qui sont très très matériels d'un point de vue financier. C'est-à-dire que si vous n'intégrez pas ces sujets éventuellement de perte de valeur dès lors qu'on ne fait pas bien sa transition quand on est dans un secteur à fort enjeu sur l'énergie ou sur le climat, eh bien, il va y avoir un impact réel sur la valeur d'actifs de votre portefeuille. Et en tant que banque, puisque c'est aussi le périmètre qui nous intéresse, vous avez un devoir fiduciaire vis-à-vis de vos clients. Et vous devez intégrer tous les risques, toutes les opportunités qui sont censées avoir un impact sur la valeur. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a un lien entre la durabilité et la rentabilité, probablement sur un temps long, mais ce lien, il est là. Et c'est ce qu'on cherche aussi à capturer. Avec une demande qui est peut-être, alors j'espère que vous allez me répondre non, mais qui est peut-être moins forte avec ce climat de backlash, de retour en arrière, à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe avec les dernières élections européennes. Est-ce que finalement, moi j'entends j'ai pas mal d'invités ici qui disent « Ah, nous on a des clients, on a des chefs d'entreprise qui disent « Oh, bon, la mode est passée, on fait autre chose ». Est-ce que vous entendez ça, vous aussi ?
Alors, en fait, nous, en tant que banque et investisseurs, on parle à nos clients, bien sûr, mais on parle aussi à des entreprises dans lesquelles on investigue. Bien sûr. Voilà, qu'on va souscrire à des actions, des obligations. Ces entreprises-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ne ralentissent pas du tout. Pourquoi ? Parce que les sujets de transition... Même quand elles travaillent beaucoup avec les États-Unis ? Alors, bien sûr, il va y avoir un sujet, on va dire, de questionnement. Mais bien souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises-là, elles se sont inscrites dans un mouvement global. Je pense beaucoup au climat, vers la transition énergétique. Pour ce qui est des États-Unis, il y a le budget fédéral, ça c'est une chose, mais il y a les États. Et les États, eux pour le coup, ils sont toujours très actifs, y compris les États républicains, du reste, toujours très actifs sur la notion d'infrastructure en faveur de la transition. Donc, du côté des entreprises, on ne peut pas dire qu'il y a un arrêt de ce point de vue-là. C'est enclenché, elles sont dessus, elles comprennent bien qu'elles ont tout intérêt à faire cette transition parce que tout simplement ça va leur apporter des opportunités et potentiellement aussi leur permettre de mitiguer certains risques. Donc, si ça se fait du côté des entreprises, à un moment donné, ça se fait du côté des investissements. Et finalement, cette tendance, elle est forte. C'est une tendance de fond qui peut être perturbée par des aspects géopolitiques du moment, mais qui est quand même une force de rappel assez importante. Ouais, il nous reste un peu moins d'une minute. Dernière question, est-ce qu'il y a encore besoin de former les cadres, de former le personnel d'une banque pour intégrer ces enjeux de durabilité? Mais absolument. Donc, je vous ai parlé du fait que les investisseurs individuels, des retail, sont en demande. On sait que c'est latent et que c'est là. La première barrière, en fait, à ce qu'on intègre l'ESG et on vende davantage de produits financiers ESG ou à impact, on les distribue davantage et donc on route les investissements vers ça. La première barrière, c'est le conseiller financier. Donc, il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il connaisse ces sujets-là, qu'il sache ce que c'est qu'un label ISR ou pas ISR, qu'il soit capable d'en parler avec son client et, le cas échéant, de relever ses préférences. Donc, bien sûr, la formation est un enjeu absolument clé. Chez la Banque Autun, on l'a très très bien compris. C'est pourquoi tous les ans, on a à cœur de déployer un cycle de formation de manière à ce que tous nos banquiers et tous nos conseillers financiers soient complètement à jour sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Lise Morey. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le destin des infrastructures des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle du destin des infrastructures des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec Henri Specht. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur des opérations d'aménagement de la Solidéo. Et Charles Pénaud, bonjour. Bonjour. Le directeur de la recyclerie sportive. La Solidéo, société de livraison des ouvrages olympiques. La livraison, elle a eu lieu déjà, elle a eu lieu il y a longtemps. Pourquoi vous êtes encore au boulot? Expliquez-nous. Alors, il y a une première livraison pour l'été 2024, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et notre livraison du moment, c'est celle pour les habitants, celle pour la phase de l'héritage. Et donc, à partir de la fin de l'année 2025, les habitants vont investir le village olympique et paralympique. Et ceux du cluster des médias sont déjà rentrés dans les murs en début d'année 2025. Et donc, ça veut dire que tout sera fini, même si l'histoire va continuer dans ces lieux, mais tout sera fini pour vous, fin 2025, c'est ça? À quelques ouvrages près, oui. On avait 69 ouvrages à livrer. Il nous en restera 4 à la fin de l'année à parachever d'ici 2026-2027. Ça veut dire qu'il y a des transformations à faire, évidemment. Ce qui était prévu pour les athlètes, il y a du boulot encore pour en faire un usage pour nous, ou pour des entreprises, etc. Exactement. Alors, par exemple, si je prends l'exemple du village olympique et paralympique, les athlètes ont investi des appartements qui étaient dans une première configuration pour les Jeux et puis qui sont transformés pour la phase héritage, même si on avait dès le départ imaginé l'organisation des bâtiments et des appartements pour la phase héritage. Ouais, vous l'aviez pensé évidemment de cette façon. Charles Pénaud, je veux bien que vous nous présentiez la recyclerie sportive en quelques mots. J'en connais une, moi, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. C'est un super lieu. Donc expliquez-nous quel est le principe. Le principe, c'est qu'on a fait le constat en 2015 qu'il manquait des acteurs spécialisés dans le réemploi des articles de sport. Il faut savoir qu'en France, on met sur le marché 140 000 tonnes d'articles de sport par an. Donc ça fait beaucoup d'articles qui finissent à la poubelle ou qui sont inutilisés dans les placards de tout à chacun. Je pense que tout le monde a des articles de sport inutilisés chez soi. Et l'idée, c'était de donner une deuxième vie à ces articles. Et donc, c'est comme ça qu'est née la recyclerie sportive, à la rencontre entre le monde du sport et le monde du déchet. On existe depuis 2015. On est présent aujourd'hui sur 8 territoires en France, bientôt 2 nouveaux territoires.
dont un dont on va parler avec vous ce matin. Et l'idée, voilà, c'est de collecter des matériels inutilisés, raquettes de tennis, maillots de bain, tout objet de sport. Et nous, on va le revaloriser, on va le trier, voir ce qui est réutilisable en état. Et on va le remettre en vente à des prix solidaires pour favoriser l'accès au sport pour tous. Ouais, évidemment. Voilà, il y a deuxième mission. Il y a cette idée-là qui est très importante, quoi. C'est-à-dire c'est des prix d'achat qui sont faibles et qui permettent à des familles qui ne pourraient pas éventuellement se payer l'équipement d'y aller, quoi. Exactement. Donc c'est favoriser l'accès au sport aussi d'un point de vue de l'équipement. C'est évidemment plus complexe que ça, l'accès au sport. Ça dépend aussi des infrastructures dont on va parler aussi. Mais il y a aussi cette question de l'équipement qui peut parfois être un peu onéreux à l'achat initial, surtout pour se lancer dans une activité qu'on va peut-être pas pratiquer pendant longtemps et qu'on veut tester. Et donc, venir à la recyclerie sportive ou dans d'autres recycleries du sport, c'est pouvoir accéder à ces équipemps pas trop chers. Alors, et le nouvel espace dont vous parlez, c'est au sein du centre aquatique olympique. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Mais Henri Specht, ce site, déjà, c'est quoi? C'est l'un des seuls qui a été construit de manière pérenne pour ces Jeux? Alors effectivement, le concept de la candidature de Paris 2024, c'était de réduire au maximum le nombre d'infrastructures à produire. Les quelques grands sites, ce sont les 2 villages, le village olympique et paralympique, le cluster des médias au Bourget, la Courneuve et Duny, le centre aquatique olympique dont on parle ce matin, l'aréna de la Porte de la Chapelle, qui a été livrée en 2024 par la ville de Paris, et puis on a procédé par exemple au réaménagement de la colline de Lancourt pour accueillir les épreuves de VTT, qui vient d'ouvrir au public. Ouais. Et alors ce centre aquatique, il ouvre au public aussi là dans quelques jours? Il ouvre au public dans quelques jours, là, tout début juin, sous la maîtrise d'ouvrage de la métropole du Grand Paris. Et c'est un programme qui se veut à la fois divers, à la fois le programme aquatique avec notamment l'ouverture au grand public, mais aussi l'accueil d'un certain nombre de structures de haut niveau. Je pense notamment aux plongeons et puis les nageurs de l'équipe de France qui y seront fréquemment avec un événement qui a déjà eu lieu récemment dans son centre aquatique. Et puis des programmes d'accompagnement, je pense notamment à du paddle, à la recyclerie dont on se parle pour en faire un vrai lieu de vie au contact du Stade de France. C'est le paddle en raquette, c'est pas le paddle en... C'est le Parce que paddle même sur une piscine olympique de 50 mètres, on a vite fait le tour. C'est un peu court, on va vite faire le tour en paddle à rame. Et donc, on va y retrouver un espace de la recyclerie sportive. C'est un petit espace, c'est 80 mètres carrés. Oui. Alors, c'est quoi? Pour vous, c'est un peu une vitrine de ce que vous faites? Comment vous l'avez pensé? C'est deux aspects différents. En fait, pour nous, c'est effectivement une vitrine, parce qu'on est dans un encrin majestueux, symbolique, très en lien avec l'activité sportive, ce que nous n'avons pas sur nos autres sites. Nous, on est souvent basé en centre-ville ou en tout cas dans des zones commerciales classiques. Là, on va se retrouver pour la première fois intégré dans un équipement sportif. Donc déjà, c'est un peu symbolique pour nous. Par ailleurs, on va essayer de toucher une population peut-être un peu différente de celle qu'on touche avec nos boutiques classiques. On va avoir sur ce centre aquatique une fréquentation d'un public très vaste, très large, très divers. On est sur un emplacement en Seine-Saint-Denis avec évidemment une population de Seine-Saint-Denis parfois un peu défavorisée, mais aussi dans un quartier plus spécifiquement de la Plaine où là on est sur des grandes entreprises, des sièges de grandes entreprises, donc il va y avoir une grande mixité. Puis tout près du Stade de France, il y a la passerelle qui fait le lien entre les deux. Et donc l'idée c'est aussi de toucher un public plus large que celui qu'on a l'habitude de toucher. On estime des fréquentations, en tout cas les exploitants récréants en particulier estiment des fréquentations très importantes de ce site. Donc on a bon espoir qu'on arrivera à sensibiliser beaucoup de personnes. Et on va pouvoir venir avec son vélo. J'ai lu ça en préparant l'émission. Ça m'a fait marrer parce que faire réparer son vélo, on vient à la piscine avec son vélo pour le faire réparer. Ça, c'est un principe aussi de la recyclerie. Ça, c'est l'idée. En fait, nous, on a développé, quand on collecte du matériel inutilisé, pour le remettre en vente, il faut qu'on s'assure que cet objet puisse être en bon état et sécurisé. Et en particulier, on a collecté beaucoup de vélos et on en a fait une spécialité. Alors, on n'est pas les seuls, mais on a développé des compétences de réparation de vélos. Donc nous, on répare les vélos qu'on collecte pour les remettre en vente. D'accord. Mais du coup, on propose aussi je peux venir faire réparer mon vélo et repartir avec. Faire réparer votre vélo. Ah, d'accord. Venir réparer votre vélo. Moi-même. Vous-même, ça va me prendre du temps, ça. Sous les consignes de notre responsable d'atelier et en utilisant nos outils, nos pièces détachées, ce qui permet de rendre autonome le public sur l'utilisation du vélo, parce qu'on sait aussi que les réparations peuvent être un frein
Ça peut aussi être un coût. De faire réparer son vélo, ça peut représenter une certaine somme. Et donc, l'être autonome dans la réparation, c'est quelque chose qui va favoriser, on le croit, l'utilisation du vélo et le développement de mobilité active. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'intégrer un espace comme celui-là, la recyclerie sportive, dans un écrin, je reprends votre mot, comme la piscine olympique, le centre aquatique olympique? Alors, en fait, j'étendrai même le scope. C'est finalement qu'est-ce qu'on peut attendre dans, j'allais dire, le contenu des ouvrages olympiques qui vont trouver une dimension à l'héritage. Si je prends l'exemple du village olympique et paralympique, déjà, c'est qu'on a été, on a mis beaucoup d'efforts sur ce qu'on appelle le design actif. C'est finalement rendre la ville active. C'est-à-dire pouvoir faire du sport dans les espaces publics, pouvoir ouvrir les espaces publics, mais aussi les bâtiments à tous les publics. On a profité des Jeux olympiques et paralympiques pour insister sur la dimension paralympique et l'accessibilité pour tous. Donc finalement, ce qu'on peut tirer de l'expérience des Jeux olympiques et paralympiques et puis du prolongement qui est en cours, c'est finalement de s'adresser à des publics beaucoup plus larges, beaucoup plus, je veux dire, nombreux en âge, en capacité de mobilité. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai écho entre le travail sur la recyclerie et l'intégration de la recyclerie dans ces quartiers, une forme de prolongement sur le plan économique de ce travail. C'est sûrement trop tôt pour le dire, mais est-ce que vous avez le sentiment que la pratique du sport est en progression en France dans la foulée de l'effervescence, du succès, du plaisir procuré par les JO? Alors, ce serait plutôt une question à poser, je veux dire, à l'écosystème sportif en tant que tel. Ce que je sais, c'est que l'énergie et les moyens qui ont été mis sur la rénovation d'un certain nombre de sites sportifs, la création d'espaces publics qui favorisent ces pratiques, je veux dire, quotidiennes, ne sont que des bonnes choses pour cette pratique au quotidien. Et puis, alors, il y a la dimension économie circulaire qui est quand même aussi au cœur des projets. Parce que si on prend le village olympique dont vous parliez, 75% des matériaux utilisés pour les chambres des athlètes, c'était démontables et recyclables. Exactement. Donc ça a été fait. Et qu'est-ce que c'est devenu d'ailleurs? Alors, effectivement, les cloisons, par exemple, qui étaient installées de façon provisoire dans les appartements pour créer une chambre de plus pour accueillir des athlètes, je veux dire, en plus par rapport à des familles à l'héritage, ces cloisons ont été imaginées pour être démontables et donc aujourd'hui sont dans de nouveaux bâtiments avec un système de remontage facile dans ces nouveaux bâtiments. Ça a aussi été, durant la préparation du village des athlètes, le réemploi ou le recyclage de près de 95% des structures de bâtiments qui existaient auparavant sur le site. Donc on a mis une énergie considérable sur la circularité des matériaux et typiquement les bâtiments qui existaient avant sur le site ont servi de fondation pour les futures infrastructures. Et donc vraiment un recyclage in situ de ces matériaux qui existaient sur le site. Autre exemple, on a produit les substrats de plantation pour les végétaux à partir de déchets de la métropole, à partir de terres issues des tunneliers du Grand Paris, de création de compost dans le périmètre de la métropole, pour ne pas avoir à aller chercher de la terre agricole, j'allais dire, en grande couronne. Et donc c'est aussi un exemple concret de comment les infrastructures olympiques ont permis, j'allais dire, d'accélérer, de structurer des filières orientées sur la circularité des matériaux et le recyclage. Avec, dans cette logique de recyclage, vos recycleries, c'est quoi? C'est un peu une gare de triage, une recyclerie, on peut dire ça? C'est un peu ça. Nous, on va collecter, donc effectivement, on va récupérer beaucoup de matériel. On va faire un tri. Et donc, effectivement, il y a un peu de tri, parce qu'il y a du matériel qui est réutilisable en tant que tel et on va le remettre en vente, mais il y a du matériel qu'on ne peut pas réutiliser et qui va partir dans des filières de recyclage, idéalement. Pour ça, on est conventionné avec des éco-organismes spécialisés, en particulier pour la filière des articles de sport, c'est écologique. Et donc, les articles vont repartir dans des filières de recyclage. Après, il faut quand même dire des choses. Il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui ont du mal à se recycler. C'est ce que je vais vous dire. Vous dites idéalement parce que ce n'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mélange de matériaux, par exemple? En partie, c'est à cause de ça. En partie parce qu'il n'y a pas forcément un besoin de matériaux recyclés encore fort de la part de l'écosystème en tant que matière première, on va dire. D'accord. Et du coup, on se retrouve avec des quantités d'articles. Par exemple, les balles de tennis, aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas trop quoi en faire. On en fait de l'enrobé pour des aires de jeu. Sauf que les aires de jeu, on ne peut pas en construire à l'infini. Donc, il y a un moment donné, on a trop de balles de tennis, on ne sait pas trop quoi en faire. Je prends l'exemple des balles de tennis, mais l'exemple peut se faire sur tout plein d'articles. Les skis, par exemple, se recyclent très mal, c'est très difficile. Enfin, voilà, il y a plein d'articles comme ça. Oui, ça suppose souvent une éco-conception de la part des constructeurs de matériel sportif pour se dire, OK, maintenant, ils le font de plus en plus. De plus en plus. Je pense mon matériel pour qu'il soit recyclé après. Et ça veut dire justement que vous travaillez aussi avec les grandes fédérations sportives pour
récupérer une partie du matériel qu'elles n'utilisent plus? Alors nous, on est encore un peu petit pour travailler, répondre aux besoins des fédérations. En plus, les fédérations, vous savez, c'est un système régional, départemental. Donc voilà, nous, on va plutôt travailler avec les instances locales des fédérations, et c'est avec certaines de ces instances qu'on va essayer de créer des partenariats, ou pour récupérer et collecter, ou pour redistribuer auprès de nouveaux pratiquants des articles qui seraient inutilisés. Bon, cette recyclerie sportive, elle est à découvrir là à partir d'aujourd'hui et ce week-end, avant la grande ouverture du centre aquatique le 2 juin. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces deux projets qui se marient. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. C'est Daniel Bal que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir, le président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On va évidemment beaucoup parler du dividende sociétal que vous avez créé en janvier 2023. 15% de votre résultat net affecté au financement de projets de transformation écologique ou solidaire. On va parler de ce livre qu'on va voir pour une société plus mutuelle que vous avez coécrit d'ailleurs avec votre prédécesseur Nicolas Terry. Mais d'abord, il y a ce mot impact. La rubrique s'appelle Prêt pour l'impact, qui est un peu mis à toutes les sauces. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Est-ce qu'il guide une grande part de vos décisions? Oui, bien sûr. Mais je vais commencer par dire que l'impact, traditionnellement des entreprises, ça a d'abord été l'impact financier des décisions que nous prenons. Oui. Et ça, pendant longtemps dans ma carrière professionnelle, j'ai été guidé par ça. Aujourd'hui, l'impact financier dans une entreprise reste important, la performance reste importante, mais nous avons passé à un autre cap, qui est de dire aujourd'hui, l'impact, c'est également l'impact de l'entreprise sur la société. Impact, ça ressemble à pacte, la loi pacte. Et c'est vrai que la loi pacte, elle a vraiment permis aux entreprises qui ont voulu le faire, évidemment, de franchir un cap et d'indiquer clairement, parce que c'est gravé dans le marbre, dans les statuts. Oui, on définit sa raison d'être, et ensuite, si on devient une entreprise à mission, c'est gravé dans les statuts. Voilà, c'est gravé dans les statuts, c'est le cas pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et ça veut vraiment dire que dans nos décisions, nous devons également regarder l'impact que notre décision a sur la société, a sur l'environnement, a sur la solidarité. C'est vraiment constant, et c'est au quotidien que dans nos décisions, nous réfléchissons en fonction de l'impact tant financier qu'extra-financier. Mais ça veut dire qu'on peut vous demander des comptes sur cet engagement inscrit dans vos statuts? Oui, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. Et ça arrive des associations, pas trop l'externe, mais on s'est imposé les règles. Enfin, la loi d'ailleurs nous parle d'un comité de mission, la loi nous parle d'un organisme tiers indépendant qui vérifie que les engagements pris par une entreprise à mission soient respectés. Et je trouve que c'est très bien, et donc nous sommes très attachés à respecter les missions que nous nous sommes nous-mêmes assignées. Entreprise à mission ne doit surtout pas être juste un slogan, ne doit pas être un acte de communication, ça doit être une réalité, et avec les dispositifs de contrôle mis en place, croyez-moi, on y veille. Oui, avec un comité de mission qui est dirigé par Fleur Pellerin, l'ancienne ministre. C'est Fleur Pellerin qui est présidente de notre comité de mission. Pour le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On va voir quelques chiffres qui sont des chiffres de décembre 2024. Plus de 77 000 collaborateurs, près de 15 000 élus mutualistes, 31 millions de clients et un résultat net de 4,100 milliards d'euros. Et vous venez d'être reconduit pour 3 ans à la présidence de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Alors, à votre place, il y a quelques jours, il y avait le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, Éric Duverger. Et alors justement, il a une question sur votre style de management. On l'écoute. Bonjour Daniel Bal, je suis Éric Duverger, le fondateur de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Déjà, je profite de l'occasion pour vous remercier de l'implication du groupe Crédit Mutuel dans la CEC, notamment celle du monde financier. Et puis voilà, ma question, elle est un écho à votre parcours, puisque vous avez eu des hautes fonctions dans le cyclisme et puis évidemment au Crédit Mutuel. Quelles sont finalement les ressemblances qu'il peut y avoir sur votre style de leadership dans le milieu du sport, dans le milieu du cyclisme, dans ces fonctions-là, et puis dans celles que vous avez au Crédit Mutuel? Quelles sont les ressemblances et aussi les différences dans votre style de leadership? Voilà, merci et bon Smart Impact. Daniel Bal. Oui, c'est intéressant comme question. C'est vrai qu'on
On se souvient beaucoup de moi comme dirigeant du sport. Ouais. Ou comme sportif de haut niveau aussi. Oh, ça a été de haut niveau relatif quand même. Mais ouais, vous êtes modeste, mais bon. Voilà, donc non, c'est vrai qu'entre le sport et l'entreprise, il y a des liens étroits. Ouais. D'abord, le sport, c'est d'abord constituteur de valeur, c'est du bien-être, mais c'est aussi de la recherche de performance. Ouais. Et ces recherches et cette performance, on la partage. Parce que le sport, moi, je l'ai toujours connu comme étant un endroit de partage. Dans l'entreprise, c'est pareil. On crée de la performance, on crée de la valeur et on partage cette valeur. Alors, en termes de leadership, je crois clairement que j'ai eu la chance, très jeune, puisque j'avais à peine plus de 23 ans que j'étais déjà président d'une ligue régionale sportive. Ouais, donc forcément, d'être vraiment en position de leader, en position d'animateur. Et je suis toujours resté dans cette logique-là, de le voir être le leader qui embarque. Parce que être juste un leader pour vraiment uniquement passer ses messages, il faut bien sûr avoir des convictions, il faut avoir des messages à passer, mais je me suis toujours considéré comme devant embarquer les équipes. Et c'est vrai. Convaincre. Ah bah absolument. Ouais. Et là aussi, il y a un lien étroit. Dans le sport, c'est souvent de la vie associative. Au Crédit Mutuel, nous sommes une organisation coopérative et mutualiste. Nous travaillons donc avec des bénévoles, avec des élus bénévoles. Et les élus bénévoles, je ne suis pas là pour les contraindre. Je suis là pour les convaincre et leur montrer le chemin que nous voulons avoir. Donc il y a plein de parallèles à trouver entre mes engagements associatifs et mon engagement aujourd'hui au sein du Crédit Mutuel. Enfin, engagement aujourd'hui qui dure depuis plus de 40 ans quand même. Oui, effectivement, depuis longtemps. Et puis avant d'être président, vous étiez directeur général. En tout cas, il vous reste quelque chose du sport, c'est la maîtrise du timing, puisque avant qu'on démarre, je vous ai dit ça va durer 26 minutes. Vous avez dit, mais moi j'ai pas le chrono, vous avez sorti la montre en disant... Je l'ai rangé. Et vous l'avez rangé. Mais quand même, la maîtrise du timing, c'est quelque chose qui vous reste, je pense, de votre expérience de sportif. Donc, reconduit à la tête de la banque pour 3 ans, il y a évidemment une feuille de route. Est-ce que, par exemple, vous allez devoir fermer des petites agences ? Est-ce que ça fait partie des missions difficiles des 3 prochaines années, ça ? Notre plan stratégique Ensemble Performance Solidaire parle effectivement d'améliorer le fonctionnement du réseau, d'optimiser le réseau. Alors, fermer des agences, oui. Il y en aura. Ouais. Maintenant, nous n'avons pas comme ambition première de fermer des agences. Lorsque nous fermons une agence, en fait, ça veut dire que nous la regroupons avec une autre. Et nous avons comme cible que plus de 80% de nos agences aient au moins 7 collaboratrices et collaborateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner de meilleures conditions de travail à l'équipe, parce que quand on est à 3 dans un point de vente, c'est juste ingérable. C'est permettre au manager de mieux faire son métier, de mieux accompagner les équipes, et in fine, c'est offrir un meilleur service à nos sociétaires et clients, parce qu'ils vont se retrouver avec une équipe qui a plus de compétences, qui a des compétences dans divers domaines, alors que lorsqu'on est sur une équipe très petite, c'est difficile à faire. C'est ça notre logique. Nous sommes une banque territoriale, nous sommes une banque de proximité, nous voulons absolument le rester. Alors lorsqu'on parle de fermeture de points de vente, ça va se compter sur la durée du plan stratégique, sur l'ensemble de la France, sur quelques dizaines. Donc c'est surtout un mouvement d'adaptation pour être plus efficace et mieux rendre service à nos sociétés. Il y a combien d'agences en tout ? Aujourd'hui, on est aux environs de 4000 entre le Crédit Mutuel et le CIC sur l'ensemble du territoire français. On a une présence territoriale extrêmement forte, extrêmement forte. Oui, c'est un des maillages, parce qu'il n'en reste pas tant que ça, des maillages territoriaux fins, donc c'en est un, quoi. On va dire que Crédit Agricole a également un très beau maillage, et nous sommes vraiment les banques du territoire. En mars dernier, dans le quotidien L'Alsace, vous disiez ceci, le modèle coopératif et mutualiste est une force pour nous, il nous donne la possibilité de faire autrement. BNP Paribas a quand même une contrainte, qu'il le veuille ou non, celle de dégager du résultat, parce que le cours de bourse est un élément important. Nous, on n'a pas cette contrainte. On a fait le choix de la performance et du partage de la valeur avec nos sociétaires. Il y a quand même, vous le disiez en préambule, il y a quand même l'objectif de continuer de, évidemment, dégager du résultat. Sur la feuille de route des 3 ans, vous visez les 5 milliards en 2027. Alors, comment on concilie les deux ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas si compliqué. Non, c'est pas compliqué parce que, d'abord, une entreprise, et même une entreprise à mission, elle a d'abord une priorité, c'est d'être rentable. Enfin, je connais aucune entreprise qui soit pérenne si elle n'est pas rentable. Donc ça, c'est évidemment clairement établi pour nous. Donc cette rentabilité, aujourd'hui, nous avons fait un choix différent d'entreprises cotées, qui est de mettre notre résultat très largement au service du bien commun. Mais construire cette solidarité nous permet également d'avoir un impact positif sur la performance, sur l'engagement.
Je le vois sur l'engagement de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. On donne beaucoup de sens à leur métier. Le premier, c'est évidemment d'apporter les bonnes réponses aux sociétaires et aux clients, c'est de continuer à développer l'entreprise, mais c'est aussi de montrer que ce qui est fait, et que chaque fois qu'on gagne de l'argent, il y a un partage de la valeur. Un partage de la valeur en interne, on a un contrat social de très très haute qualité, et ensuite on partage cette valeur également avec la société. Ouais. Et tout cela est tout simplement motivant et contribue à la performance. Vous publiez avec Nicolas Terry, je l'ai dit, votre prédécesseur à ce poste de président de la banque, ce livre « Pour une société plus mutuelle ». Il vient de sortir aux éditions de l'Aube et chez Ebra Éditions. Alors déjà, je veux bien qu'on démarre par la définition. C'est quoi pour vous une société plus mutuelle ? Une société qui partage davantage. Tout simplement. Oui, qui partage davantage. Et là aussi, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je suis favorable au partage de la valeur. Mais d'abord, il faut créer toujours plus de valeur. Oui. Et là, c'est vraiment très fort au crédit mutuel. Une caisse de crédit mutuel, finalement, c'est une petite entreprise. Nos directeurs de caisse de crédit mutuel, ce sont de vrais entrepreneurs, des chefs d'entreprise avec 5, 10, 15, 20 collaboratrices et collaborateurs, et qui ont vraiment toujours eu cette culture du résultat et de la qualité de la relation avec le client. Et donc ça, il faut absolument le continuer, et nous devons simplement veiller à ce que notre mutualisme soit un vrai mutualisme de la preuve. Oui, mais alors là, vous dites pour une société plus mutuelle, donc ça veut dire que c'est aux entreprises de transformer la société. Oui, clairement. Pourquoi ? Parce que les politiques le font plus ou moins ? Les politiques parlent beaucoup de partage de la valeur. Se pose moins la question de savoir comment on peut créer davantage de valeur. Ça, c'est malheureusement un constat que l'on peut faire. La loi Pacte, qui a permis la constitution de sociétés à mission, est une première étape. Malheureusement, le résultat est aujourd'hui que très peu d'entreprises significatives, de grandes entreprises, ont fait ce choix de l'entreprise à mission. Donc c'est pour cette raison que dans notre livre, avec Nicolas Terry, nous en profitons pour un plaidoyer, nous en profitons pour lancer un appel à dire à l'ensemble des entreprises, allez plus loin. Allez plus loin parce que ce partage de la valeur que vous ferez aura directement et indirectement également une incidence sur votre performance. Donc cherchons à être plus performants pour contribuer à davantage de mutualisme, effectivement, de partage mutuel. On va revenir sur le rôle des politiques, mais je me souviens effectivement du lancement du dividende sociétal en janvier 2023, j'étais présent, et c'était Nicolas Terry qui était le président, mais vous étiez là comme DG. Avec cet espoir qu'il y aurait les autres entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 qui vous suivraient. Bon, malheureusement, il y en a pas eu beaucoup. Notre slogan ce jour-là, c'était « Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale donne une impulsion ». Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, cette impulsion n'est pas encore assez suivie, mais c'est pour cette raison qu'on va continuer à promouvoir cela. Et puis, si notre livre peut apporter une modeste pierre à l'édifice, tant mieux. Comment l'État pourrait soutenir cette société plus mutuelle que vous appelez de vos voeux ? Je crois déjà que la loi Pacte devait être la loi Pacte 1 et il devait y avoir une loi Pacte 2. Malheureusement, dans le contexte politique actuel, j'imagine qu'il y a d'autres priorités. Alors que vraiment, ça serait un élément très fondateur sur l'évolution de la société. Et en plus, un élément fédérateur. Parce que, je veux dire, peut-être à l'exception des extrêmes, le personnel politique devrait pouvoir se retrouver dans ces notions de création de valeur, de meilleur partage de la valeur et de meilleure implication des entreprises dans le domaine environnemental, dans le domaine sociétal. Mais ça passe par quelles mesures ? Qu'est-ce qu'un gouvernement ? Bon, effectivement, il n'y a pas vraiment de majorité politique et on n'est pas sûr qu'il y ait une impulsion très forte, mais quelles mesures pourraient être décidées par un ministre de l'économie ou... Des mesures qui pourraient être d'encourager les entreprises, peut-être parfois, parce qu'en France, ça passe souvent par la fiscalité, avoir une fiscalité accommodante avec les entreprises qui justement partagent. Aujourd'hui, à part les sujets de mécénat, il n'y a aucun point où nous sommes encouragés. Nous faisons le choix, dans notre dividende sociétal, 15% de notre résultat annuel. Donc, on met à peu près la moitié dans des investissements, dans des sociétés où nous cherchons surtout un impact environnemental et sociétal. Aujourd'hui, on le fait dans le même contexte de fiscalité que n'importe quelle entreprise. Lorsque nous offrons un prêt à 0% aujourd'hui aux étudiants, nos services fiscaux nous disent toujours « Attention, vous êtes
en limite, parce que normalement, une entreprise doit optimiser son résultat et vous êtes en risque. Vous pourriez être fiscal. sanctionné pour mettre en place un prêt à taux zéro pour les étudiants. J'ai alerté le ministre. C'est ubuesque, quand même. J'ai alerté le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, qui m'a dit que effectivement, c'est un sujet qu'il faut regarder. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à pénaliser les dividendes ou pénaliser les rachats d'actions, par exemple? Voilà, il y a aussi le bâton dans l'arsenal d'un politique. Pénaliser les dividendes, je crois que là, il faut être très raisonnable. On se place dans une situation qui nous mettrait en situation encore plus compliquée, parce qu'on n'est pas juste en France, on est dans un environnement ouvert. Par contre, le rachat d'actions, c'est quand même un vrai sujet, c'est quand même indirectement de la destruction de valeur. Oui, d'accord. Donc ça, vous êtes plutôt partisan de ce système-là. Vous défendez aussi le modèle de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ce modèle-là, il est en train de réinventer le capitalisme? Est-ce qu'on peut aller jusque-là avec des mots un peu pompeux et ambitieux, quoi? Non, le sujet n'est pas de réinventer le capitalisme. Le capitalisme a fait que aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui est développé, dans une Europe qui est développée. Oui, mais au détriment des limites planétaires, quand même. Oui, il y a cet enjeu-là, quoi. Une autre vision du capitalisme. Une autre vision du capitalisme qui considère évidemment que le capitalisme part de capital, est essentiel. Une entreprise sans capital ne peut pas progresser. Et nous sommes heureux chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale d'avoir plus de 60 milliards d'euros de fonds propres. Mais après, que faisons-nous de ce capital? Et là, notre réponse, elle est évidemment plus facile pour une entreprise coopérative et mutualiste, mais elle peut aussi l'être pour d'autres entreprises. C'est que cette force que nous avons de par le capital ne contribue pas juste à la distribution de dividendes, mais contribue à avoir un impact positif sur la société. Alors justement, la question, elle est logique. Est-ce que c'est le modèle mutualiste qui vous a permis de créer ce dividende sociétal ? Puisque vous n'avez pas de dividendes à redistribuer à des actionnaires. C'était sans doute plus facile pour une entreprise coopérative mutualiste que pour une entreprise capitaliste qui, effectivement, a quand même, in fine, à servir des dividendes. Cela étant, lorsqu'on est dans une entreprise coopérative mutualiste, la décision, elle n'est pas prise par le président, par le DG tout seul. Il y a le mot coopératif dedans. Absolument. Voilà. Nicolas Terry et moi étions vraiment convaincus qu'il fallait aller vers l'entreprise à mission, qu'il fallait créer le dividende sociétal. Mais ça a fait l'objet de débats extrêmement longs, extrêmement riches, avec l'ensemble de nos administratrices et de nos administrateurs, pour finalement arriver aux décisions que nous sommes arrivés à prendre. Et constamment, ce débat continue. Constamment, nous remettons sur la table de nouveaux engagements que nous voulons prendre pour bien démontrer la force de notre modèle. Mais ça veut dire que dans votre fonctionnement, il faut convaincre 14... bien plus que 14. Hein, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... Bien plus que 14, parce qu'effectivement, nous sommes 14 fédérations alliées au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, mais nous avons des conseils d'administration dans de nombreuses sociétés, et surtout, nous avons, et ça c'est extrêmement original, un parlement mutualiste qui est composé de 150 personnes, des élus mutualistes, des directeurs, des représentants du personnel. Et donc, lorsque nous sommes devant cette instance, nous présentons nos projets, nous discutons de ces projets comme à l'Assemblée, dans des commissions, et ensuite, on tire des synthèses et on les fait approuver en séance plénière par nos parlementaires, entre guillemets. Donc janvier 23, pratiquement juin 25, donc ça fait 2 ans et demi. Oui, quel bilan vous faites après 2 ans et demi de dividende social? Pour nous, moi, je vais être très basique. Combien d'argent déjà distribué, dispatché dans les différents projets? Première année, 400 millions. Deuxième année, 500 millions. Cette année, ce sera plus de 600 millions d'euros que nous affecterons aux dividendes sociétales. Donc, on a déjà largement dépassé le cap du milliard. On espère arriver pas loin de 3 milliards à l'échéance de notre plan stratégique fin 2027. Donc ça, c'est les chiffres. Ensuite, on voit l'impact. On est vraiment arrivé à soutenir un certain nombre d'entreprises pour leur permettre de franchir ou d'essayer de franchir des caps. Lorsqu'on finance une entreprise qui travaille sur l'énergie osmotique, c'est-à-dire l'énergie qui se dégage de la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée, on a aujourd'hui un dispositif opérationnel. Nous allons plus loin pour permettre de chercher à industrialiser. Si ça marche, c'est formidable. Et là, on aura eu un impact extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression sur la rentabilité, alors à court terme, mais même à moyen terme. Non, clairement.
Clairement, pas de pression sur le rendement de ce capital que nous affectons dans ces entreprises. Et c'est là qu'on est très différenciant. Lorsque quelqu'un intervient en equity, il a forcément une attente en termes de retour d'investissement. En général, au bout de combien d'années? Maximum 5 ans. Ceux qui vont à 5 ans font déjà un sacré boulot. Sont les patients, ceux qui ont voilà. Alors que pour nous, si c'est à 10 ou 15 ans, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est même pas écrit sur un contrat? Ah non, absolument. Il y a absolument la seule obligation que nous fixons, c'est l'impact. Donc mais l'impact, on le mesure déjà avant, l'impact prévisionnel. Après, on va le vérifier. On va vérifier. On fait une mesure d'impact chaque année sur les investissements que nous avons réalisés, mais également, on mesure également l'impact sur nos actions de mécénat. Oui. Alors effectivement, parce que j'ai oublié de donner les 3 leviers d'action du dividende sociétal. Il y a ce fonds Révolution environnementale et solidaire, c'est ce dont on vient de parler pour investir dans ces projets à impact. Il y a des offres à tarification inclusive et solidaire. Et puis il y a le mécénat et soutien au monde associatif. On va parler des associations, mais sur les offres à tarification inclusive et solidaire, donc c'est à destination de vos clients. Absolument. Donc par exemple, c'est le prêt à taux zéro dont vous parliez pour les étudiants. tout à l'heure. C'est une mesure qui nous coûte 20 à 25 millions d'euros par an, qui est la suppression du questionnaire de santé pour les personnes souhaitant acquérir leur résidence principale. Supprimer le questionnaire de santé, c'est une mesure qu'on a voulu prendre pour lutter contre les formes de discrimination liées à la santé. Nous ne voulons plus que quelqu'un qui est malade ou qui a été malade paye davantage en matière d'assurance emprunteur. Donc ça a un coût puisque évidemment on ne facture pas de surprime, ça a un coût aussi parce que dès lors que vous faites moins de sélection, vous avez une sinistralité qui augmente. Bien sûr. Il faut être client depuis quelques années, c'est ça? Oui, pour éviter l'effet purement d'aubaine, on a fixé ça pour nos clients fidèles, c'est-à-dire 7 ans. Et sur le mécénat, il y a des associations que vous aidez depuis des années, non, des décennies. Qu'est-ce que ça a changé pour elles? C'est-à-dire que, est-ce que de toute façon, c'était de l'argent que vous leur donniez déjà? Est-ce que le fait de créer ce dividende sociétal, ça a permis d'avoir plus d'impact, reprenons le mot, auprès de ces associations? Budget 2025 de l'accompagnement de la vie associative et du mécénat, 107 millions d'euros. Donc sur beaucoup d'associations, de petites associations, et ça se passe au plan local. Nos caisses de crédit mutuel sont là depuis très longtemps. Le dividende sociétal nous permet par contre de franchir une étape importante, c'est d'accompagner vraiment les grandes associations nationales. Les grandes associations nationales qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la précarité, les Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, etc. Et des grandes associations également qui investissent sur le plan environnemental. Mais nous soutenons aujourd'hui de nouveaux projets. Actuellement est en cours un appel à projets ouvert à toutes les associations qui ont des projets dans le domaine de la biodiversité. Et nous avons mis là sur la table une enveloppe de 3 millions d'euros et nous sommes en train de recevoir beaucoup de dossiers de grande qualité. J'ai fait un point hier avec les équipes de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui nous disaient c'est formidable ce qui se passe sur le tissu associatif partout à travers la France. Mais est-ce que, je vous ai posé cette question parce que, est-ce que vous n'avez pas regroupé au sein de ce dividende sociétal, c'est-à-dire donné un nom à des choses que vous faisiez déjà? Ah non, on n'était pas à 107 millions, de loin pas. On était, avant de lancer le dividende sociétal, à moins de 20 millions. Ah oui. Donc l'écart est Ah oui, c'est ce rapport-là. D'accord. L'écart est considérable. Et de la même façon, les offres inclusives et solidaires, vous en pratiquiez déjà? Est-ce que c'était pas de toute façon le job d'une banque mutualiste? On veillait quand même à ce que notre produit s'équilibre. D'accord. Aujourd'hui, quand on fait un prêt à 0%, bon, clairement, on a un manque à gagner. Quand on dit à nos associations clientes, aujourd'hui, la prestation bancaire, vous ne la payez pas, à côté, il y a un coût. Et jusqu'à présent, on essayait de partager ce coût, et là, nous avons décidé de ne plus le facturer. Alors, ce dividende sociétal, vous proposez de le rendre obligatoire. Vous en avez parlé au ministre de l'économie, Éric Lombard? Pas directement sur ce thème-là, mais je pense sincèrement qu'une partie au moins du dividende verse une entreprise pourrait en plus être abondé d'un dividende sociétal à la main de l'entreprise. Parce que je fais quand même une différence. Moi, je prêche jamais pour davantage d'impôts. Parce que l'impôt, on verse, et on n'a aucun contrôle de ce qu'on fait.
de ce qui est fait. Enfin, j'espère que l'État contrôle le sens de ses dépenses, mais c'est un autre sujet. L'intérêt du dividende sociétal, c'est que c'est nous qui disons ce que nous voulons soutenir. Oui, les entreprises gardent la main. Les entreprises gardent complètement la main. C'est bien nous qui décidons. Nous affectons plus de 56 millions à la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui a ensuite un comité exécutif. Mais ce comité exécutif fait des choix. Parce que, évidemment, il ne dit pas oui à toutes les demandes qu'il reçoit. Et c'est très intéressant de pouvoir aller. Et c'est pour ça, par exemple, dans la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on a pris 2 axes prioritaires. Le premier axe sont les territoires et la solidarité. Le deuxième axe, c'est l'environnement et la biodiversité. Alors, on ne fait pas de patrimoine, on ne fait pas d'autre chose, mais on dit ce qu'on veut faire et on le fait. Oui. Laurent Berger, l'ancien secrétaire national de la CFDT, a rejoint le Crédit Mutuel. Il dirige l'Institut Mutualiste pour l'environnement et la solidarité. C'est quoi? Quelles sont les missions de cet institut? C'est une formidable équipe. Et on vient de fêter le premier anniversaire du fonctionnement de cet institut. C'est aujourd'hui 45 personnes, des experts, des personnes extrêmement engagées. L'idée, elle est simple. C'est comment faire pour être le plus efficace dans ces investissements ou dans ces actions de mécénat. Donc, nous avons une feuille de route ESG bien importante. Le plan stratégique nous donnait évidemment les orientations. On dit nous voulons mener la révolution environnementale et solidaire. Et les équipes d'experts que Laurent Berger encadre aujourd'hui sont en mesure de donner des pistes précises, de contribuer à la mesure de l'impact et donc de montrer clairement que pour une entreprise comme le Crédit Mutuel, comme Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tout ça a beaucoup de sens et est mesuré et doit toujours s'améliorer. Parce que même dans ce domaine-là, on doit progresser. Est-ce qu'il faut que Laurent Berger accepte de devenir Premier ministre pour rendre le dividende sociétal obligatoire? Il a refusé. Pendant tout l'été, on a beaucoup échangé sur le sujet. J'imagine. Et bon, franchement, il est très heureux d'être chez nous. Et moi, je suis très heureux que Laurent Berger soit à nos côtés. Merci beaucoup, Daniel Ball, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Florent Mallet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Fruggies. Vous l'avez créé en 2021 avec votre maman Valérie Mallet. C'est donc une histoire de famille. C'était quoi le déclic ? Le déclic, il est simple. Moi, de mon enfance, je n'ai jamais pu consommer de fruits et légumes à cause d'allergies alimentaires. Donc, de mes 0 à mes 20 ans, bon, ça a bien changé parce que ça fait une dizaine d'années que c'est révolu. Et en revanche, avec ce problème, finalement, en 2020-2021, on se pose la question avec Valérie, du coup, ma maman, est-ce que finalement, j'étais le seul confronté à ces allergies ou est-ce que finalement, on n'a pas une grande partie de la population qui ne consomme pas assez de fruits et légumes au quotidien. Et en fait, on se rend compte qu'on tombe sur des chiffres qui sont assez marquants, où on a en Europe 90% des Européens qui n'atteignent jamais les 5 portions de fruits et légumes par jour. Cette pub qui nous accompagne depuis des décennies, on se dit j'ai pas réussi encore aujourd'hui. Exactement, on a toujours eu les grands-parents, les parents à nous dire faut que tu manges des épinards, faut que tu manges des sous de Bruxelles, etc. On est tous fâchés depuis l'enfance avec ça. Et pour resituer vraiment ces 5 portions, ça correspond à 400 grammes, donc c'est quand même une consommation suffisante et assez conséquente finalement dans le quotidien. Et c'est pour ça qu'on a quand même ces 90% d'Européens qui n'en consomment pas assez. Par rapport à ce problème, on s'est posé justement tout un tas de questions pour arriver justement à cette solution qui est Fruggies à l'heure actuelle, où on est parti d'un constat, c'est si les fruits et légumes ne sont pas consommés suffisamment chaque jour, c'est notablement par rapport à plusieurs problématiques qui sont la consommation et la facilité de consommation, mais surtout au-delà de tout ça, finalement ce gaspillage où les fruits et légumes se périment très vite. On a tous, dans notre quotidien, acheté des fruits et légumes le week-end, on a jeté en milieu de semaine. Et puis on ne va pas consommer une banane parce qu'elle a des petites taches noires, alors qu'elle est très bonne à l'intérieur. Donc vous vous êtes dit, on va en faire de la poudre, c'est ça? En fait, la finalité, c'est d'avoir un produit poudre, mais ce qu'on s'est dit, c'est de lyophiliser. Donc c'est une technologie qui a été inventée il y a un peu plus de 100 ans par des Français notamment, qui est utilisée par la NASA, l'industrie pharmaceutique, pour justement allonger cette durée de conservation naturellement, sans conservateur, sans colorant, sans rien du tout. Et on vient déshydrater finalement à froid, donc c'est l'inverse de la déshydratation qu'on va faire par le chaud,
pour justement ne pas altérer la structure moléculaire des fruits et légumes, notamment dans notre cas, et donc conserver les fibres, les vitamines, les minéraux, l'odeur et même la texture. Même en poudre? Même en poudre. D'accord, et donc on en fait une boisson en fait. Exactement. Et ça permet de plus consommer de fruits et légumes d'après vous? Exactement. En fait, nous, le produit en tant que tel, c'est une poudre, donc c'est 22 grammes de poudre qui correspondent à 200 grammes de fruits et légumes frais, donc la moitié de l'apport journalier, qu'on va venir diluer avec le liquide de notre choix. Nous, on préconise avec de l'eau pour reconstituer finalement un smoothie qu'on aurait pu faire à la maison, avec le même goût, la même texture, les mêmes qualités nutritionnelles que des fruits et légumes frais. Et ça permet au consommateur de consommer au moins la moitié de son apport journalier en 30 secondes. Vos fruits et légumes, ils sont bio au départ? Exactement, ils sont bio. Ça, c'est un choix que vous avez fait? Ça, c'est un choix qu'on a fait depuis le début. Déjà par conviction, parce qu'on consomme du bio à la maison depuis des années, mais aussi surtout par conviction plus sociétale aussi, par rapport à tous les bénéfices qu'on connaît de l'agriculture biologique, sur la préservation des sols, sur l'écosystème, sur l'environnement en tant que tel. Et alors, quand on crée un produit, une marque comme celle-là, il y a plein de questions qui se posent. Par exemple, les emballages, quel choix vous avez fait pour les emballages? On a priorisé un emballage à base d'aluminium, justement pour la conservation à la fois des nutriments, mais aussi du produit, pour qu'il puisse se conserver assez longtemps dans le temps et pour ne pas altérer finalement ce qu'on a réussi à conserver avec la lyophilisation. On n'aimerait pas l'altérer dans un second temps, sinon la lyophilisation n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc pour le moment, on est sur un emballage en aluminium. À terme, on va se pencher sur des solutions plus... je ne vais pas dire un peu plus responsable parce que l'aluminium c'est quand même très écologique, mais des solutions peut-être biodégradables directement dans les prochaines années. Ouais. Et alors, si moi je commande Fruggies, je reçois un carton, il est fait comment? Vous faites attention à bien le remplir, etc., etc. Exactement. On essaye d'avoir des cartons qui fitent à chaque fois les offres qu'on a sur le site internet pour vraiment ne pas mettre de calage et avoir un carton qui est assez compact au niveau des produits. Les cartons ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, comme la majeure partie des cartons en Europe maintenant. Et donc on vous livre comme ça sous différentes offres qu'on a, un pack découverte, un pack de 20, 30 ou 60 suivant votre désir en consommation, et vous recevez ces 20, 30, 60 sachets qui vont vous permettre d'ajouter des fruits et légumes dans votre quotidien sans pour autant s'y substituer intégralement. Merci beaucoup Florent Mallet et bon vent à vos Fruggies. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Salut.